Extraire et utiliser des ressources fossiles. Mais où est le problème? Pour extraire des ressources fossiles, il faut d'abord savoir où les chercher. Pour cela, il est très important de bien connaître le processus permettant la formation des énergies fossiles, également appelées les hydrocarbures. Nous avons vu le cas du charbon dans une précédente vidéo. Nous nous intéresserons ici au pétrole. Le pétrole se forme comme le charbon à partir d'une biomasse qui échappe à la décomposition et se fossilise en profondeur sous l'effet de températures et de pressions élevées. La différence principale avec le charbon est que ce dernier provient d'une ancienne forêt, alors que le pétrole vient de la fossilisation du plancton. Cela a comme conséquence l'état liquide du pétrole. Cet aspect liquide du pétrole est très important, car cela signifie qu'il est mobile. Le pétrole est plus léger que l'eau, c'est particulièrement manifeste dans les marées noires, où les nappes de pétrole flottent à la surface de l'océan. Observons un gisement de pétrole. Celui-ci comprend toujours une roche, appelée roche-mère. C'est une roche sédimentaire, celle dans laquelle s'est formé le pétrole. Mais ce dernier n'est plus forcément contenu dans cette roche. En effet, en cas de remontée de la nappe phréatique, l'eau remonte dans le sol. Le pétrole, qui est plus léger que l'eau, remonte également et sort de la roche-mère. Il se répand dans une autre roche que l'on appelle la roche réservoir. Cette roche doit être poreuse, comme une éponge. C'est pour ça que le pétrole peut l'imprégner. Cependant, si rien n'arrête la remontée du pétrole, alors celui-ci va affleurer en surface. Il s'y formerait ce que l'on appelait avant de l'huile de roche, utilisée dès l'Antiquité, et qui est même un ingrédient de la potion magique de Panoramix d'après le livre L'Odyssée d'Astérix. Mais pour trouver un gisement vraiment riche en pétrole, il ne faut pas que celui-ci soit remonté à la surface, où il aurait été dégradé avec le temps. Pour éviter cela, le gisement de pétrole doit présenter une roche appelée roche couverture. Celle-ci doit être imperméable. L'eau ne peut pas la traverser, pas plus que le pétrole qui se trouve alors bloqué dessous. Le fait de connaître la géologie des gisements de pétrole permet d'être plus efficace pour rechercher de nouveaux stocks encore enfouis. Pour savoir si cette configuration particulière, roche-mère, roche-réservoir et roche-couverture, se retrouve dans le sous-sol, il faut étudier celui-ci. Pour cela, la principale technique est la technique qu'on appelle sismique réflexion. Comme on le voit sur le schéma, cela consiste à envoyer artificiellement des ondes et à étudier la manière dont elles vont être renvoyées. Chaque strate, chaque couche géologique, selon ses propriétés, imperméable, poreuse, plus ou moins dure, va renvoyer les ondes d'une manière particulière. On obtient alors un profil dit stratigraphique, c'est-à-dire qui montre les différentes strates. Un profil stratigraphique ressemble à peu près à ça. Les géologues, spécialistes de ces questions, savent interpréter ces profils et peuvent après en déduire où est-ce qu'il pourrait être bon de réaliser des forages. L'exploitation des ressources fossiles pose néanmoins de gros problèmes écologiques. Vous voyez ici un paysage marqué par l'extraction d'un type de pétrole qu'on appelle des schistes bitumeux. Vous voyez bien que le paysage est vraiment marqué par cette extraction et la biodiversité est vraiment mise à mal. Quand on parle de l'impact écologique des ressources fossiles et des hydrocarbures, on pense naturellement également aux ravages causés par les marées noires, notamment celles qui sont dues aux accidents qui peuvent survenir dans les plateformes d'extraction pétrolière. Mais même si ces menaces écologiques sur la biodiversité sont réelles, ce n'est pas pour cela que les énergies fossiles sont si décriées aujourd'hui. C'est en raison de l'impact que leur utilisation peut avoir sur le climat. La question des énergies fossiles était donc au cœur de la COP 21, qui s'est déroulée l'année dernière à Paris. L'un des enjeux de cette rencontre était de mettre en place des financements pour aider les pays les plus pauvres à réduire, voire à abandonner progressivement les énergies fossiles. Ces énergies reviennent moins chères, c'est pour ça que ces pays les utilisent massivement, mais elles ont un impact majeur sur notre atmosphère. On va essayer de comprendre pourquoi.
Les énergies fossiles sont constituées d'anciens végétaux. Les végétaux se sont formés en utilisant, pour leur croissance, le dioxyde de carbone contenu dans l'air. En poussant, les arbres prélèvent le dioxyde de carbone de l'air et fabriquent avec leurs propres molécules organiques pour faire leur bois, leurs feuilles. Dans le bois, on trouve donc du carbone qui a été transformé. Il était avant sous forme de gaz dans l'atmosphère et il est devenu une molécule organique. Vous allez me dire, mais quelle différence? La différence est fondamentale. Le carbone présent sous forme de gaz, de dioxyde de carbone, dans l'atmosphère, contribue à augmenter l'effet de serre de notre planète. En prélevant le CO2 et en stockant du carbone sous forme organique, les végétaux absorbent le dioxyde de carbone, cela permet de diminuer l'effet de serre. A l'inverse, si on brûle le bois ou si on brûle le charbon qui s'est constitué il y a des millions d'années avec ce bois, tout le carbone qui était stocké sous forme organique redevient du dioxyde de carbone gazeux. Brûler du bois, c'est faire repartir dans l'atmosphère le dioxyde de carbone, où il contribuera à augmenter l'effet de serre, et cela accentuera le réchauffement climatique. On voit donc que le problème, ce n'est pas le carbone, comme on peut l'entendre souvent à la télé ou à la radio. Le carbone, c'est ni bien ni mal, c'est juste un élément chimique, dont nous, les êtres vivants, nous sommes particulièrement constitués. Le problème, en fait, c'est sous quelle forme se trouve ce carbone, et où il se trouve, dans quel réservoir il se trouve. Pour étudier cela, il faut considérer les formes adoptées par le carbone dans les 4 enveloppes superficielles de la Terre. Ces 4 enveloppes sont la lithosphère, c'est-à-dire l'ensemble des roches de la croûte terrestre, l'hydrosphère, l'eau liquide, l'eau en général, l'atmosphère, l'air, et enfin la biosphère, l'ensemble de tous les êtres vivants. Dans la lithosphère, l'élément carbone est présent sous 2 formes, une forme minérale, le calcaire, et une forme organique, les hydrocarbures. Dans l'eau, le CO2 est présent sous forme dissoute. Dans l'air, il est présent sous forme de dioxyde de carbone gazeux. Dans les êtres vivants, il est présent sous forme de molécules organiques. Pour mieux appréhender les relations entre ces différents réservoirs et les flux qui les relient, c'est-à-dire les relations qui les relient, nous allons réaliser un cycle du carbone, un peu sur le modèle du cycle de l'eau que vous aviez étudié en 5e. Voilà la base de notre cycle. On y retrouve les fameux réservoirs du carbone, avec la forme sous laquelle le carbone est stocké et la quantité. On remarque que l'atmosphère stocke 720 gigatonnes de carbone, sous forme de dioxyde de carbone. L'hydrosphère seule en stocke 50 fois plus, sous forme de CO2 dissous. La lithosphère en contient encore davantage, et on peut dire que c'est elle qui contient le plus gros du stock de carbone sur Terre, avec 50 millions de gigatonnes de carbone sous forme de calcaire, auxquels on peut ajouter les quelques 10 000 gigatonnes d'hydrocarbures. Enfin, la biosphère en stocke 2300 gigatonnes sous forme de molécules organiques qui constituent les êtres vivants. C'est naturellement un cycle un peu simplifié. On peut retrouver également du carbone, par exemple dans le manteau profond de la Terre, qui peut être renvoyé dans l'atmosphère par le volcanisme. Mais on laissera ces phénomènes de côté. Le carbone, constituant les êtres vivants, vient de l'atmosphère. Il y est prélevé par la photosynthèse. Une partie de ce carbone est directement restituée à l'atmosphère par la respiration des êtres vivants, l'autre restant stocké dans leurs molécules, par exemple dans le bois. Une partie de ces êtres vivants échappe à la décomposition et vont subir une fossilisation. Le carbone va se transformer lentement en hydrocarbures et rejoindre la lithosphère. Une autre partie du carbone atmosphérique se dissout dans l'eau. Puis cette forme dissoute précipite sous forme de calcaire et rejoint la lithosphère. Ces flux sont les 5 grands flux naturels du cycle du carbone. Quand l'homme brûle des hydrocarbures,
il crée artificiellement un flux de combustion. Celui-ci restitue à l'atmosphère le carbone stocké dans les hydrocarbures depuis de très longues années. Ce flux n'est pas du tout anecdotique. On considère qu'on brûle, ces derniers temps, 36 gigatonnes par an de carbone. Et 36 fois 20 égale 720, cela signifierait qu'en 20 ans, on doublerait le stock de carbone présent dans l'atmosphère. Or, le dioxyde de carbone est le principal gaz à effet de serre de notre planète. Accentuer sa concentration dans l'atmosphère augmente l'effet de serre anthropique, c'est-à-dire dû à l'homme, ce qui crée le réchauffement climatique, dont les effets se font déjà sentir de nos jours. Ainsi, l'utilisation massive des hydrocarbures comme source d'énergie est l'une des principales causes du réchauffement climatique. C'est pourquoi, pour essayer de limiter ce réchauffement climatique, il est si important de diminuer l'utilisation des hydrocarbures.